Bonjour à tous, je suis très heureux d'être là aujourd'hui avec vous parce que en fait j'ai évolué, sévi même dans l'enseignement supérieur et la recherche dans l'université de Lorraine, auparavant dans l'université de Bourgogne quelques années. Et j'ai fait 10-12 ans à peu près en proximité des utilisateurs et donc avec les services que vous connaissez tous parce que généralement vous en venez aussi de cette proximité du service aux usagers. Et ensuite 10 ans aux infras, et puis après ces 10 années-là, ces 20 années et quelques, je me suis dit, tiens, pourquoi pas changer, essayer autre chose. Donc j'ai rejoint une société qui s'appelle Clayso, qui fait donc du service sur Ceph, pas que, aussi du Kubernetes, mais qui a une bonne expertise sur Ceph, avec notamment un CTO, Dan van der Ster, qui fait partie du conseil exécutif de Ceph, et Mark Nelson, qui travaille auparavant chez Red Hat, qui est maintenant chez nous, qui est le monsieur performance de Ceph et d'autres personnes qui sont des experts sur le sujet. Avant de commencer, j'aimerais remettre à Yann, ici, très officiellement, un t-shirt de Jewel, parce qu'il y a son nom écrit derrière ici. Parce que Yann a été un des premiers utilisateurs de Ceph dans les universités françaises et en France, de manière générale. Donc, voilà. Merci. Donc il y a aussi d'autres noms sur ce t-shirt. Il doit y avoir Alexandre Marangone qui travaille pour Red Hat, maintenant IBM. Il y a aussi, aux États-Unis, il y a aussi Florent Malins, celui de Florent Malins qui a développé un connecteur pour Zimbra, travaillé sur Ceph, qui a patché des choses sur la LibRados, sur la librairie Rados pour faire de je sais plus quoi au niveau Eraser Coding. Et donc voilà, merci aussi de m'avoir proposé d'être là aujourd'hui et puis de co-organiser cette journée, de vous aider pour l'organiser. Et donc, quand vous m'avez sollicité, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire comme petite démo aujourd'hui sur une journée consacrée au stockage S3. Et donc, je me suis dit, tiens, voilà, il y avait 2-3 sujets qui venaient un petit peu dans l'actualité côté Clayso. C'était notamment celui du placement dynamique et des scripts LUA qu'on peut positionner au niveau des Rados Gateway qui accueillent les données S3 pour pouvoir décider au moment où on les accueille de faire des placements soit dans des poules rapides, en réplication x3, soit dans des pools plus, on va dire, capacitifs et peut-être un peu moins rapides, mais encore que ça dépend de la taille des objets qu'on vient stocker et lire, qui peuvent être en Eraser Coding. Et puis aussi, tirer parti des lifecycle policies pour faire de la rétention optimisée. En gros, on est capable au bout d'un certain temps, comme le fait S3, de déplacer automatiquement des données vers leur service glacier. On peut le faire de la même manière pour les déplacer vers une autre classe de stockage. Et donc, faire en sorte qu'elles prennent moins de place dans notre cluster. Donc, le sujet du jour, c'est celui que je viens de vous décrire. On va passer d'abord en revue les classes de stockage, comment on peut les créer, les définir, comment on opère le placement dynamique, la rétention optimisée, et puis on passera à une démo avec des slides. Donc, au niveau des classes de stockage, on peut en avoir une ou plusieurs dans un cluster. En général, on a toujours la classe de stockage standard, celle qui existe par défaut, qui s'appelle standard. Et donc, en fait, ces classes de stockage peuvent être associées à des modèles de placement de données, à des pools différents. Donc, on peut avoir donc, un pool en application, un pool avec un modèle en Eraser Coding, puis peut-être un modèle en Eraser Coding différent, avec aussi une compression. Et donc, le client S3, quand il vient interagir avec notre stockage S3, il va pouvoir définir lui-même, lorsqu'il envoie son objet dans le cluster, quelle classe de stockage il veut utiliser. Mais la plupart du temps, il ne le fait pas. Il ne le fait pas toujours. Et donc, on se dit que ça pourrait être intéressant, finalement, c'est Yuval Lifshitz qui a inventé ça, qui a codé ça dans Ceph. Il s'est dit que ça pourrait être pas mal de pouvoir décider à sa place, finalement, en fonction de la taille de l'objet, par exemple, ou en fonction du client en question, donc du bucket en question, ou du tenant qui identifie le client, de placer sa donnée plutôt dans un pool lent ou plutôt dans un pool rapide, on va dire. On peut aussi avoir des modèles de placement différents en réplication et Eraser Coding, mais on peut aussi avoir des techniques disques différentes en dessous. On peut avoir donc des disques NVMe, par exemple, si on veut rester vraiment très très rapide, on a des très petits fichiers, on va rester en réplication x3 sur des NVMe. Ou alors, on va avoir des gros fichiers, et là, on va tirer parti de l'Eraser Coding, parce qu'on va être capable d'envoyer ces flux-là énormément de disques, en les découpant, et donc on va être même plus performant sur des gros fichiers avec l'Eraser Coding qu'avec la réplication x3. Donc, si le client ne précise pas sa classe de stockage, on va donc pouvoir, et donc l'objectif, c'est de pouvoir le faire à sa place,
On va pouvoir le faire sur le nom de l'objet, sur la taille de l'objet, sur le tenant, sur le nom du bucket, parce qu'on peut très bien savoir que dans tel bucket ou chez telle tenante, par exemple, on va avoir que des petits objets et chez tel autre, on va avoir que des gros objets. Et aussi en fonction de la méthode d'upload, s'il fait de l'upload multipart upload ou s'il fait de l'upload simple. Donc avec ça, on va pouvoir améliorer l'efficience du stockage et sa performance dès que le client vient écrire sa donnée. Donc pour ça, on va donner au niveau des Rados Gateway, on va leur communiquer un script qui va être capable, avec un fichier de configuration, d'analyser des règles en fait, et selon ces critères, évaluer si les règles matchent et décider de l'endroit où il va aller placer la donnée. Donc c'est l'avantage, donc ces passerelles S3, elles peuvent exécuter des scripts LUA à la volée, donc au moment de l'accueil de la donnée, en fonction du contexte du moment de l'écriture de la donnée. Donc ces scripts LUA, ils peuvent lire et modifier les métadonnées d'un objet avant d'écrire. On peut donc dynamiquement, grâce à ça, définir et modifier la classe de stockage d'un objet dès son écriture. La rétention optimisée, je l'évoquais en introduction, donc c'est la partie Lifecycle Policies. Pour ça, on est capable de définir au niveau du bucket ce qu'on veut faire des objets après un certain temps. Donc par exemple, on peut définir qu'au bout de 30 jours, on va déplacer les objets, parce qu'on estime qu'ils seront peut-être moins fréquemment accédés. On va les déplacer vers une classe de stockage, donc les réécrire aussi, vers un autre pool qui peut travailler sur des disques lents par exemple, avec un modèle en Erasure Coding. Et donc on peut opérer, les Rados Gateway opèrent ces transitions-là de manière automatique. Il faut simplement, sur le bucket en question, définir une lifecycle policy. Donc l'objectif, c'est de pouvoir réécrire les données les plus anciennes pour qu'elles prennent moins de place dans le cluster. Donc par exemple, la règle qu'on voit ici, elle permet de définir qu'on va nettoyer les multipart upload parts à 10 jours. Donc ça, c'est des parties de fichiers qui ont pu être envoyées vers le cluster au moment de l'upload. Mais peut-être que pour une raison ou une autre, l'upload ne s'est pas terminé. Et à ce moment-là, les fichiers vont rester là en espérant que le client vienne reprendre l'upload qu'il faisait et ce qui lui évitera de réuploader les premiers éléments, les premières parties de l'objet S3. Mais il arrive que le client ne revienne jamais avec cet upload-là, il ne réessaye jamais le même upload. Et au bout d'un moment, pour ne pas stocker ces objets-là indéfiniment dans le cluster, on peut définir une lifecycle policy, et il est bon ton de le faire pour que ces objets-là dégagent au bout d'un certain temps, parce qu'on estime qu'après 10 jours, par exemple, le client ne reviendra pas à faire le même upload du même fichier avec la reprise des parts déjà envoyées. Donc on a ce nettoyage automatique au bout de 10 jours. On a aussi le déplacement des objets vers la classe de stockage Deep Archive, qui est mappé à un pool en Erasure Coding 8+3 à 30 jours. Et on a aussi une suppression des objets à 365 jours. Donc là, il faut bien y faire attention, parce que bien évidemment, en tant que suppression d'objets, on les supprime. Au bout de 360 jours, il n'y a plus 365 jours, il n'y a plus d'objets dans le bucket. Ça peut correspondre à des workloads où on vient placer temporairement de la donnée pour l'analyser, pour l'utiliser, mais on estime qu'après un certain temps, par exemple, on travaille sur un mois d'objets, qu'au bout d'un certain temps, on n'a plus à les garder parce qu'on ne va jamais y accéder à nouveau. Donc comment ça se passe? Ce qu'on va faire au niveau de la configuration du service des Rados Gateway, des services S3, on va commencer par créer les fameux pools de données qui peuvent travailler soit en réplication, soit en Erasure Coding. On crée ces profils d'Erasure Coding. Donc, on crée les pools en question, on les associe aux différents profils. On positionne une application, parce que depuis quelques années, quelques versions, Ceph veut qu'on lui indique sur chaque pool quelle application est faite de ces différents pools. Et ensuite, on ajoute les classes de stockage et on sélectionne une classe de stockage par défaut. Ici, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer au niveau de la storage class par défaut, on va indiquer une storage class qui est déjà en Erasure Coding. Pourquoi? Parce qu'on veut par défaut envoyer des fichiers de moyenne taille ou de grosse taille
qui vont probablement être envoyés en multi-part upload déjà, vers une classe de stockage en Erasure Coding. Et par contre, si on identifie que les fichiers sont de petite taille, on va là les placer vers un pool en réplication x3. Et pourquoi on fait ça? Parce que quand un client S3 initie un upload de type multipart, il n'indique pas au moment où il va envoyer sa donnée il n'indique pas la taille du fichier final, global. Il dit j'envoie juste des objets et à la fin je te dirai quelle taille il fait. Et nous on est obligé de recevoir dans Ceph recevoir ces objets-là et on ne sait pas mettre ça en temporaire, on va dire, pour réanalyser et redéplacer l'objet à la fin du traitement. Donc du coup on est incapable de dire que cet objet-là sera gros. Donc le mieux c'est de dire que tous les objets sont gros et que s'ils ne le sont pas, on les envoie vers une classe de stockage qui va être associée à un pool beaucoup plus rapide, peut-être à des disques beaucoup plus rapides. C'est ça la raison pour laquelle on définit une classe de stockage qui est standard IA. Donc IA, c'est pas pour l'intelligence artificielle, c'est une référence c'est infrequently accessed, donc ça veut dire accéder peu fréquemment. Et c'est une classe de stockage standard d'Amazon. Je n'ai pas choisi ce nom-là par hasard. L'avantage d'utiliser ces classes de stockage, ces labels de classes de stockage, qui sont ceux d'Amazon, c'est que vous pouvez avoir certains clients S3 qui, par défaut, vont essayer d'utiliser ces classes de stockage-là et qui vont s'y référer, et qui vont avoir ça peut-être hard-codé en dur dans leur code et qui vont travailler avec ces noms-là. Donc autant utiliser les mêmes noms que ceux qui sont utilisés chez Amazon. Donc on peut ensuite regarder quelle est la configuration de la zone et du placement. Donc on retrouve les trois classes de stockage qu'on vient de créer, associées à différents pools. Et on voit aussi qu'on est capable de mettre un certain level ou un certain algo de compression sur ces pools-là. Donc on a aussi ce raffinement, si on peut dire, cette finesse de pouvoir décider de faire de la compression sur les données qu'on reçoit. Alors ça peut avoir du sens ou non, parce qu'on peut aussi recevoir des gros objets qui sont déjà compressés, comme des fichiers vidéo ou autre chose, et ces algos-là vont probablement pas aider davantage ou pas aider beaucoup à compresser. Donc c'est pas forcément non plus, ça dépend de quelles données on va venir stocker dans notre cluster. Donc on renseigne les data pools, donc là on indique pour chaque classe de stockage quel est le pool de données qui est utilisé. Et à la fin, comme on fait souvent dans Ceph, on fait une modification de la configuration, il faut faire un period update commit pour pouvoir faire en sorte que l'ensemble des Rados Gateway qui travaillent avec cette configuration-là aient les informations à jour et sachent utiliser la nouvelle configuration qu'on vient de définir. Pour prendre en charge la partie scripting LUA, qui va permettre de placer la donnée dans un pool ou dans un autre en fonction de certaines règles, ce qu'on va faire, c'est qu'on va exporter la configuration du service Rados Gateway. Auparavant, tout ça c'était fait un petit peu à la main, et depuis quelques années, on utilise dans Ceph un orchestrateur à qui on va pouvoir laisser créer nos OSD, par exemple, qui sont associés à chaque disque dur, les moniteurs, les MDS, les Rados Gateway, NFS, et n'importe quel autre service, Ingress, Load Balancer, qui peut la FTC, HAProxy. Et ça se fait d'une manière assez simple. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on télécharge la configuration de la partie Rados Gateway. On ajoute une configuration, avec le fichier de configuration, intégré au fichier de configuration ou pas. On peut aussi lui dire monte dans le conteneur qui fait la Rados Gateway, monte tel fichier qui est local et mettre ces règles-là dans le fichier local. Ça a un avantage, contrairement à ça, c'est qu'on va pouvoir modifier les règles à chaud sans redémarrer les Rados Gateway. La seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est de ne pas faire du VI, du VIN sur le fichier, parce qu'il crée un fichier temporaire et il écrase pas, en fait, il remplace le fichier original par le fichier temporaire. Donc l'inode change et le conteneur n'a plus accès au fichier. C'est un peu une particularité. Donc il faut utiliser un autre outil ou faire un cat d'un fichier dans le fichier existant. Bon, c'est un petit truc qu'on met du temps à trouver en général. Tiens, pourquoi ça marche pas? Les gars disent que ça marche. Tiens, ça marche pas. Ah oui, mais tu utilises Vim. Voilà, donc ouais, c'est une problématique Docker, c'est pas du tout une problématique Ceph en l'occurrence.
Donc on applique la configuration, on redéploie les démons Rados Gateway, et donc on a maintenant sur chaque machine un fichier qui est le fichier de configuration dans le conteneur, qui est notre fichier de configuration. Alors ici, le fichier de configuration, il fait état de deux règles, il fait état de plusieurs paramètres. D'abord, la classe par défaut pour stocker les uploads de type MPU, multipart upload. On dit qu'on force ce schéma-là, on force tous les multipart uploads à aller vers la classe de stockage deep archive. On va aussi positionner une classe de stockage par défaut, comme je vous l'expliquais. Donc, quand le client ne précise pas sa classe de stockage, on va, par défaut, lui définir une classe de stockage associée à un pool qui peut être entre les deux. On va dire pas super rapide, mais pas le deep archive non plus, pas super lent, mais un pool qui va être, par exemple, en erasure coding, je crois ici 4+2, sur des disques qui pourraient être hybrides, donc partie RocksDB, Wall, Write Log sur NVMe, partie data sur HDD. Et puis, est-ce qu'on force cette classe-là par défaut? Non. Si le client précise une classe de stockage, on dit OK, on respecte ce que tu dis, tu sais que tu as des fichiers rapides, tu veux stocker ça là-dessus, OK, vas-y, tu veux stocker ça en deep archive, vas-y. On la force pas, cette classe de stockage. Mais à la fin, on a deux règles plus spécifiques ici, où on dit qu'on va affecter la classe de stockage standard à tous les fichiers qui sont de taille inférieure à 2 mégas, quel que soit le tenant, quel soit le bucket, quel que soit le tenant. Et override, ça veut dire que si l'objet S3 match ce critère de taille, on va forcer la classe de stockage. C'est-à-dire que même s'il en a précisé une, on va la forcer. On la force à standard. Parce qu'il pourrait avoir mal choisi, ou on dit, ben, c'est pas grave, on veut quand même de la perf sur ces petits fichiers qu'on considère 2 MHz en petits fichiers, n'importe quoi, mais on dit on va quand même forcer ces objets-là à aller plutôt vers le stockage rapide. Et parce qu'on ne veut pas les fragmenter, on ne veut pas faire 6 morceaux d'un fichier de 2 mégas par exemple. Et donc on a aussi, donc, par défaut, une autre règle qui est la règle qui va placer tous les objets dont l'extension est en point data, quelle que soit leur taille, quel que soit le bucket, quel que soit le tenant, vers le pool deep archive. On sait qu'on a un workload spécifique dans notre laboratoire, quel que soit le client, quel que soit le tenant, s'il y en a dans la configuration, s'il y a des tenants. On sait que quand on upload des points data, c'est tel microscope, je ne sais pas quoi, qui fait des tailles de fichiers énormes, qui sont en point data. On sait qu'on va stocker ça vers deep archive, parce que chaque upload qu'il fait, c'est 600 mégas. Voilà, par exemple, une règle simple qui peut matcher ce cas d'usage. Donc on peut comme ça enchaîner un certain nombre de règles pour obtenir de placer exactement comme on l'entend, comme on le souhaite nos données, de manière optimisée. Donc on applique la conf. Bon, j'ai déjà passé ce point-là, on applique la conf et ensuite on peut vérifier l'application du fichier. Hop, pardon. Donc ça c'est la configuration du service et la configuration du fichier, mais il y a aussi le script lui-même qui permet à chaud en fait, de passer en revue chaque objet et de lui affecter la bonne classe de stockage. Donc pour ça, vous pouvez le trouver sur mon GitHub. J'ai refait, et je me suis basé sur les travaux qu'a fait Steven Mbioker, qui est aussi membre du conseil exécutif de Ceph, qui possède une société qui s'appelle OS Nexus aux États-Unis, et qui a travaillé là-dessus, qui a fait prouve à peu près la même chose, avec un petit peu moins de raffinement et avec un peu moins d'explication que je le fais peut-être aujourd'hui, mais voilà. J'ai refait cette partie-là. Donc il faut télécharger le script, celui-ci ou un autre, et l'installer au niveau de la Rados Gateway, et ça suffit. J'ai mis 2 fois la même chose. Okay. On passe sur la partie non plus placement dynamique, mais sur la partie rétention optimisée avec les lifecycle policy. Donc une lifecycle policy, comme j'expliquais juste avant, en fait, c'est une règle qui est appliquée sur un bucket. Donc là, on va d'abord créer le bucket, ensuite créer la lifecycle policy, ici pour prendre soin des uploads, multipart uploads qu'on va dégager au bout de 10 jours. On a une expiration à 365 jours et une transition à 30 jours. Donc en gros, tous les objets qui seront dans le bucket, qui auront plus de 30 jours, vont être
automatiquement transitionner vers la classe de stockage Deep Archive. On l'applique avec un client S3, donc un S3 CMD ou un AWS ou peut-être Terclone, d'ailleurs je ne sais même pas si je sais pas. Et puis on peut ensuite vérifier son application avec la même commande. Et au niveau du cluster Ceph, on peut, avec la commande RADOS Gateway Admin, lister les lifecycle policy et déclencher leur exécution. On peut aussi déclencher leur exécution par bucket et vérifier le statut de leur exécution. Donc comment vérifier ce placement dynamique? Ce qu'on peut faire, c'est augmenter le niveau de debug de RADOS Gateway. C'est assez simple. Avec ce simple paramètre-là, au niveau du cluster, on va augmenter immédiatement et à chaud les logs des RADOS Gateway. Et on peut en même temps surveiller les pools et donc regarder le nombre d'objets qui viennent entrer dans ces pools et transitionner et se déplacer d'un pool vers un autre, d'une classe de stockage vers un autre, et donc d'un pool vers un autre. On va créer des objets de différentes tailles. Ici, avec une boucle for, on crée des objets de 16 kg à 4,7 mégas. Et on pousse ces objets-là vers S3 avec la commande rclone-sync. On peut aussi, donc avec la commande RADOS Gateway Admin Bucket List, lister l'ensemble des objets du bucket. Et donc sur chaque objet, on va pouvoir voir quelle classe de stockage lui a été affectée. Au niveau des journaux de la RADOS Gateway, on voit que pour les objets de taille supérieure à 2 mégas, on attribue la classe de stockage par défaut, qui est la classe standard IA, et donc le pool en Erasure Coding 4.2. Donc on voit ici dans les logs, le 20 ici, c'est le niveau de debug. Donc c'est bien en debug level 20 que vous pouvez voir les résultats de ces informations LUA qui sont renvoyées par les RADOS Gateway. Et ici, on voit par exemple qu'on a un fichier ici, underscore 288.dd, qui fait une taille de un peu plus de 4 mégas, ouais. Qui dépasse le seuil de 2 mégas. Donc on n'a pas de match pour la première règle, et on n'a pas de match non plus pour la deuxième règle, parce que il n'a pas d'extension en point data. D'accord ? Donc il n'applique aucune rule, et donc il applique la classe par défaut standard IA, parce que le client n'a pas spécifié sa storage class. S'il l'avait fait, on ne lui aurait pas forcé la classe de stockage standard IA. Ici, on a un objet de taille inférieure à 2 mégas. Il fait 475 kg, et il se voit attribuer la storage class standard et le pool en réplication x3, conformément à la première règle. Donc la première règle ne matche pas, la première règle match, la deuxième ne matche pas, et donc on lui applique la storage class standard. Et quand on envoie un fichier en multipart upload, ici on voit le log qui indique qu'on va appliquer directement la classe de stockage Deep Archive. Donc c'est comme ça qu'à l'accueil des données se fait le placement dynamique dans un pool ou dans un autre. Concernant la rétention optimisée, l'application des lifecycle policy, du déplacement des données d'une storage class à une autre automatiquement, on va pouvoir l'observer assez facilement grâce à un paramètre de configuration qui permet de dire qu'une journée de 24 heures correspond à une seconde, plutôt une seconde. À chaque seconde qui passe, on a une journée de 24 heures qui passe. Donc vous avez vu qu'au niveau de la lifecycle policy, on spécifie la durée à partir de laquelle on déplace des objets en jours. Donc là, l'objectif, c'est de dire, à chaque seconde qui passe, tu considères qu'un jour est fait. Donc si on crée une lifecycle policy qui déplace les objets à 15 jours et qui les supprime à 30, on va, au bout de 15 secondes, voir tous les objets qu'on aura uploadés 15 secondes avant. On va voir au bout de 15 secondes ces objets-là se déplacer vers un autre pool, une autre classe de stockage, et donc un autre pool. Et au bout de 30 secondes, on va les voir dégager du cluster. Donc c'est une option avec laquelle il ne faut pas jouer sur un cluster en production, évidemment. Ça reste du test. L'option, c'est une option de dev. Donc c'est vraiment pour que les devs puissent vérifier le bon fonctionnement des lifecycle policy. Ça a été codé et pensé pour ça. Et du coup, ça permet aussi, quand on est en test, de vérifier que ça se comporte comme on voudrait. Donc quand on upload les premiers fichiers, on se rend compte qu'on a uploadé 870 mégas dans le... Je ne sais pas si vous voyez bien,
Je peux zoomer, quoi. Non. On se rend compte qu'on a uploadé 870 mégas dans le pool Warm, donc c'est standard IA, donc c'est celui en EC 4.2, enfin 4+2. Et 387 mégas dans le pool Hot, donc celui en réplication x3. Parce que entre les objets entre 16 kg et 4 mégas 7, ben on avait à peu près la même chose, mais bon, avec un seuil quelque part. Des objets de taille inférieure à 2 mégas et d'autres de taille supérieure à 2 mégas. Donc on a mis une partie dans le pool en réplication x3 et une partie dans le pool en Erasure Coding. On peut exécuter à la main la Lifecycle Policy avec cette commande-là. On peut simplement attendre 15 secondes pour visualiser la transition. Et on va voir qu'au bout de 15 secondes, ou là ici 30 secondes, j'avais dû mettre 30 secondes, et l'application du Garbage Collector, je vais vous expliquer pourquoi, on retrouve finalement plus aucun objet et plus aucune data dans nos pools Hot et Warm, mais toutes les datas dans le pool Archive. L'objectif de l'application du Garbage Collector ici, c'est parce qu'en fait, quand la Rados Gateway déplace les objets, elle suit la Lifecycle Policy qu'on lui a donnée, elle va déplacer les objets. Elle ne supprime pas, elle ne procède pas à la suppression des anciens objets. Elle réécrit juste ces objets-là dans les pools, dans le pool Deep Archive. C'est le Garbage Collector qui, par la suite, va venir se dire bah, ces objets-là, ils ne devraient plus être là, donc je les dégage. Donc si on veut avoir un visuel plus clair de ce qui se fait et de l'usage de notre cluster, et s'assurer qu'on n'ait plus d'objets dans les anciens pools, on lance le Garbage Collector, on inclut tous les objets qui doivent être supprimés, et le Garbage Collector les supprime. Et nouveau contrôle à 365 jours, ou après 365 secondes, on va vérifier que les pools sont vides. On n'aura plus aucune donnée à l'intérieur de notre bucket. Donc au niveau des journaux de la lifecycle, du lifecycle, on va identifier ici qu'on a une expiration qui s'opère au bout de 15 jours ici pour les objets qui doivent passer et transitionner vers la classe de stockage Deep Archive. Et quand l'objet est supprimé, on voit ici que les deux règles matchent, mais que donc celle qui est à 30 jours déclenche une suppression de l'objet, et donc on a bien une opération de suppression qui est effectuée ici sur l'objet en question. Donc là encore, c'est des niveaux de debug. Alors on a quand même du niveau de debug 2 ici, mais sur la partie transition, lors de la suppression, mais sur la partie transition, on est en mode debug level 20. Donc le niveau maximum qu'on puisse avoir au niveau de la Rados Gateway. Donc si vous voulez faire des tests, reproduire, c'est ce niveau de log, bien ce niveau de log là que vous devez utiliser. Donc voilà, remerciement à Yuval Lifshitz, qui est la personne qui a codé le support de LUA dans les Rados Gateway, Steven Mbioker, que j'évoquais juste auparavant, pour le boulot qu'il a fait sur le sujet, parce qu'il fallait quand même avoir l'idée de travailler ce sujet-là. Et puis aussi Anthony Datry et Kurt, je crois que c'est Burns, c'est pas Bruns, je suis pas certain, qui ont fait un talk aussi au Cephalocon sur le LUA scripting. Ou c'est peut-être pas le Cephalocon, je sais pas. Qui ont inspiré aussi cette présentation. Voilà, je vous remercie. Tout à l'heure, si vous avez des questions, voilà. Bonjour. Oui, vous n'avez pas précisé si dans la rétention, c'est le temps à partir de la création de l'objet ou à partir du dernier accès? Ou est-ce qu'on peut faire les deux? La création de l'objet. C'est seulement la création de l'objet? C'est la création de l'objet qui décide de sa transition ou de sa suppression. Et on ne peut pas tenir compte de l'accès, en fait? Je ne crois pas. D'accord. Je ne crois pas. En fait, ça c'est essentiellement propre au protocole S3 et même, je veux dire pas seulement au protocole S3, ça, mais à la manière dont Amazon fait les choses et a toujours fait les choses, que les implémentations ont suivi. Alors il peut y avoir aussi sur des parties comme ça qui ne sont pas spécifiques à l'API S3, des évolutions dans CF que ne ferait pas Amazon, par exemple. Mais donc il y a, je crois, par exemple, certaines réflexions actuellement sur la capacité de faire de la transition
sur d'autres critères que simplement la date d'accueil et la date d'écriture dans le cluster, côté Ceph. Je ne suis pas certain qu'il y ait ces évolutions-là qui soient en cours de travail chez Amazon. Mais pas que je sache, a priori, je ne crois pas qu'il soit possible de faire prendre en considération pour l'application de Lifecycle Policy la date de dernier accès au lieu de la date d'écriture. Ok, merci. Bonjour Frédéric, William Sayer de l'ENSTIP d'Épinal. D'accord. D'accord. Voilà. Okay. Ancien UL. Ancien collègue université de Lorraine. Voilà, en fait, moi j'avais une question parce que moi il y a quelque chose qui m'a tout de suite frappé, c'est l'UA scripting. Quel a été le choix justement de choisir ce système pourquoi LUA puissant quoi, mais et simple par rapport au C ou à d'autres systèmes Alors moi je ne connais pas particulièrement LUA. Ouais. Je ne sais pas quelle qualité, je sais par exemple, pour être un admin 6, ce qui a bien le vent en poupe c'est Python, mais surtout Go, en termes d'exécution, de rapidité d'exécution. LUA, je ne sais pas exactement pourquoi Yuval Lifshitz a choisi LUA. Il devait avoir une raison pour ça. Je pense que c'est un langage assez simple. Ouais, bah en fait c'est un langage qui est beaucoup utilisé en pédagogie. Ouais. Et surtout aussi beaucoup utilisé pour les gens qui développent des jeux. Ils utilisent beaucoup le Lua en fait, mais c'est surtout aussi beaucoup dans la pédagogie parce que c'est simple à utiliser et on apprend bien avec le Lua. Après on peut se mettre dans d'autres langages, mais voilà. Je pense que c'était un langage, parce que derrière il y a du C en fait, côté Rados Gateway, donc je pense que ça devait être un langage assez simple et facile ça ressemble, d'accès. Ça se rapproche du C effectivement. D'accord. Et puis il est aussi puissant, Okay. C'est vrai qu'il est très puissant, mais beaucoup plus simple. D'accord, d'accord. Okay. Ah, devant. Oui, alors moi j'avais une question. Alors tu as montré qu'il pouvait y avoir un classement dynamique en fonction du type de fichier. Est-ce qu'on peut réaliser un classement dynamique en fonction de l'usage du fichier? Par exemple, si dans le monde de la recherche, dans nos laboratoires, on peut avoir des données ultra chaudes, mais par essence, c'est des données plutôt très froides. Est-ce qu'à la création du bucket, tu peux définir dans ta règle parce que là, en fait, tu supposes que parce que l'extension data s'est générée une seule fois, et tu vois, dans ta présentation, tu expliquais que cette extension-là, on sait qu'elle est générée une fois et ensuite elle ne sera plus réutilisée. Mais est-ce qu'on peut se dire, non pas au niveau de l'extension, mais au niveau de la vie de la donnée, quoi. Si elle est souvent modifiée ou... Ouais, alors donc c'est un fichier de configuration qui est statique, qui n'est pas alimenté dynamiquement, mais qui pourrait être alimenté dynamiquement. Alors ça ne répond pas tout à fait à la question, mais à partir du fichier statique, dans le fichier statique déjà, on peut indiquer quelques règles simples. Et on peut aussi lier ces règles-là à des buckets. Mais pour ça, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va créer un bucket, ou que l'utilisateur va créer un bucket, on ne le saura même pas, puisque c'est lui qui va le faire. On va devoir aller dans le fichier de configuration et rajouter son bucket en disant maintenant place les données de telle manière. Ou alors, ce qu'on utiliserait plutôt là dans ce cas-là, c'est le tenant. Donc imaginons que vous gériez une solution qui est peut-être 30 laboratoires, sur laquelle s'appuient 30 laboratoires pour stocker des données. Vous avez 30 utilisateurs, ou peut-être 60. Vous allez créer un tenant, et dans ce tenant, vous allez créer 2 ou 3 utilisateurs pour chaque labo. Et donc, vous allez pouvoir dire, eux, on sait qu'ils font tel usage. Par exemple, ils ont des appareils qui font des acquisitions de données, qui génèrent de très gros fichiers. Donc, eux, on va dire pour ce tenant-là, on va s'assurer que leurs données soient placées avec tel placement. Peut-être plus long terme, deep archive, des choses comme ça. Et puis d'autres qui font un usage beaucoup plus un peu file system, on dirait, avec des plugins S3 qui peuvent monter ça un peu façon file system. Et on va retrouver davantage de documents et on va retrouver des petits fichiers. Le max de fichiers, ça va être peut-être un PDF ou autre chose, ou un PPTX qui va faire 20 ou 30 mégas. Mais tout le reste, ce sera des petits fichiers. Et donc, du coup, on va dire, plutôt, eux, ils ne représentent pas beaucoup de taille. Ils ont peut-être 2 Tera ou 3 Tera de stockage. On va les mettre sur le pool hot et la classe de stockage hot. Et à ce moment-là,
On leur assure la performance parce qu'ils ne nous coûtent pas beaucoup de place. Donc en fait, en réalité, on devine le comportement de l'utilisateur et en fait, à partir du comportement de l'utilisateur, on sait dire si la donnée elle est chaude ou elle est froide. Alors que moi, ma demande c'était plutôt est-ce que le système arrive à identifier une donnée comme étant chaude et une donnée comme étant froide et en fonction de ça, l'allouer dynamiquement. Non, je crois pas que ça existe. Enfin, je crois pas que ça existe même chez Amazon. C'est-à-dire qu'en fonction de la quantité d'accès sur un certain temps, sur une certaine période, définir si l'objet doit, en gros on appelle ça du tiering, se déplacer vers un pool plus rapide ou au contraire se déplacer vers un pool plus lent s'il n'est pas fréquemment accédé. On ne fait pas ça, ça n'existe pas au niveau S3. Enfin, je ne crois pas. Là, c'est du tiering sur l'âge et non pas du tiering sur la fréquence d'accès à la donnée. Ouais. Non, je crois pas qu'on fasse ça. Enfin, je crois pas que ça existe. Peut-être chez Scality. Je sais pas. Merci. Mais c'est pas pensé par Amazon. Et je pense que du coup, c'est pas arrivé. Ça existait précédemment, mais pas sur le des objets. Ouais, on savait faire du tiering avec des caches pools. On sait toujours le faire, mais on le fait pas. Et on dit qu'on veut pas, parce que c'est déprécié. Voilà. Ça fait longtemps que c'est déprécié, on retire seulement le tiering entre pools. Ouais, j'ai aussi une question à propos du point d'extension Lua que vous avez, en fait, qui permet de rajouter un petit peu en fait, du code arbitraire. Et je me demandais si vous aviez des retours d'expérience ou des mécanismes en place déjà dans Ceph par rapport à un code qui serait pas performant parce qu'il tomberait à cause d'un bug dans une boucle infinie ou parce que, par exemple, il y aurait une expression régulière qui, quand elle est parsée, aurait une complexité quadratique, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui vous est arrivé ou... Alors, d'une manière générale, on a de bons retours, on a de bons échos sur l'emploi de LUA, du scripting à LUA. C'est aussi utilisé dans une solution qui est une solution production commerciale qui s'appelle Quantastore, je crois, qui est justement la solution de OS Nexus qui a travaillé là-dessus. Et les retours sont plutôt positifs sur l'usage. Après, il y a le risque, c'est pas tant dans le code C, dans le code qu'a fait Yuval, qui va travailler sur l'interprétation des résultats du LUA, mais probablement davantage sur le code LUA lui-même que vous faites, qui peut être aussi abondé, corrigé, vérifié aussi par des intelligences artificielles. Et par l'humain qui peut être encore un très bon codeur. Voilà. Donc le risque est peut-être plutôt là que ça échoue. Aussi peut-être sur l'incompatibilité ou l'incohérence de certaines règles, ou parfois dans la configuration, vous pourriez avoir des règles qui entrent en compétition, en concurrence, ou qui sont, enfin dont vous ne maîtrisez pas les conséquences. C'est-à-dire que vous n'allez pas bien voir, c'est tellement complexe que vous n'allez pas savoir vraiment pourquoi un fichier passe par là ou pas. Bon, après, dans les logs, on peut le voir, on le voit. Et aussi, les règles, en fait, elles matchent selon un certain score. C'est-à-dire que, enfin, les règles prennent un certain score pour un objet, en fonction du nombre de critères qui matchent sur la règle. Et donc, la règle qui va être retenue sera celle qui aura fait matcher le plus de critères. C'est comme ça que fonctionne mon script LUA. Mais voilà. Donc les retours qu'on a sont plutôt bons. Ouais. On n'a pas de clients directs, nous, qui en fassent usage, enfin je ne crois pas, qui en fassent usage, mais les retours qu'on a eus d'autres clients et d'autres sociétés, ça fonctionne. Ouais. Alors il y a aussi une question qui se pose en ce moment, qui m'est revenue aussi récemment, c'est sur la consommation RAM de ce script-là. Moi, j'ai pas fait d'études, j'ai pas regardé quel écart il pouvait y avoir entre faire une même adoption d'objets avec un même workload sans traitement LUA et le même travail avec traitement LUA. Il semble que certains échos disent que ça consomme pas mal de RAM, mais bon, à voir ce que veut dire pas mal et donc dimensionner correctement les capacités du serveur qui accueille les données, des Rados Gateway en fonction de ce workload-là et de ce travail-là. Okay.
Et donc il n'y a pas nécessairement de timeout ou de limite de RAM que le hook peut exécuter. Par exemple, si au bout d'une seconde, il n'a pas terminé de s'exécuter, le hook est kill et abandonné, quoi. Enfin, le Rados Gateway continuerait son exécution sans l'exécuter. Ça a été prévu, mais pas par LUA, enfin pas par le script, mais par Ceph en l'occurrence. Il me semble qu'il y a un timeout qui, je crois avoir vu passer ça. Il y a un timeout qui fait que si l'exécution du script est trop longue, elle est échouée. L'exécution est échouée. Ouais. Merci beaucoup. Laurent Barbe, du coup, juste pour répondre à ta question, il y a bien un timeout du coup, sur l'exécution du script. Et j'ai eu l'occasion plusieurs fois de l'utiliser en prod, ce genre de mécanisme. Alors, je ne connaissais pas du coup ton script. Et ça va être intéressant, il faut que j'y regarde. Donc moi, c'était des solutions un peu plus simples. Mais voilà, je l'ai utilisé pas mal de fois en production et ça marche franchement bien, quoi. Tu l'as utilisé en production? Ouais. Notamment pas mon script, mais le principe du script LUA. Oui. Sur différents usages. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est que ça permet notamment de scinder souvent le besoin de performance du besoin de capacité en fait, des clusters. Et du coup, de pouvoir les créer avec un dimensionnement plus juste et de pouvoir ajuster après, de rajouter plus du disque flash ou du disque capacitif. Ouais. C'est vrai que ça, c'est quelque chose d'important, on peut peut-être pas en parler, mais on a souvent du mal à savoir quel type de fichier ou quel type de données, quelle taille d'objet stockent nos utilisateurs. Et c'est compliqué de le savoir, parce qu'on a un nombre d'objets, on a une taille globale sur un bucket, mais si on divise ça, on n'a pas forcément la bonne visu des choses. Je vous propose d'arrêter ici pour les questions et de continuer pendant le café qui va commencer tout de suite maintenant. Et de revenir après pour la présentation des scripts et puis pour la table de. Merci. Merci.